d'être à Cotonou, d'être à Dakar. On a tellement causé. Alors, donc, voilà, si tu n'arrêtes pas, tu as l'habitude d'arrêter, de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, donc pas, pour le moment, reste là. Non, je te donne 30 minutes. Oui, non, 25 minutes. 25 minutes. 20 minutes. 20. Tu peux de temps en temps, comme tu te rends plus, de temps en temps, tu en as marre de présider, on peut te prendre 5 minutes, 10 minutes sans que tu t'en rendes compte. Bon, donc, oui, merci en tout cas de me donner la parole. Merci encore à Patrick, à tout le monde ici. Ces 2 journées ont été formidables. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites, même si il y a eu un petit incident me concernant ce matin, mais enfin, ça n'enlève rien à tout le plaisir que j'ai éprouvé d'abord de me retrouver à Dijon. J'ai envie de dire, je me trouve tout le temps à Dijon, comme on dit. Chaque fois que j'y suis, j'y retrouve plein de choses et beaucoup d'amis surtout et beaucoup de passion dans ce que font les uns et les autres. C'est vrai que je dis que c'était pas un rapport général, c'était plutôt, comment dirais-je, une espèce de condensé de ce qu'on peut dire à propos du néo-constitutionnalisme. Je partage un peu l'avis de Raphaël, mais je crois que je ferai, pour ma part, en tout cas plus simple. Pour moi, je vois le néo-constitutionnalisme comme étant un renouveau du constitutionnalisme, parce qu'en réalité, on aurait pu parler aussi de constitutionnalisme pendant les 3 premières décennies des indépendances. Pour prendre les pays de l'espace francophone d'Afrique subsaharienne, ça signifie simplement que 60 à 90, il y a eu des constitutions. Il me semble qu'il y a eu un ouvrage même d'un professeur, président de l'université de Bordeaux, sur les constitutions africaines, le constitutionnalisme à cette époque-là. Tant que je me souvienne, c'était Lavrov, non, qui avait fait ce bouquin. Il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu beaucoup. Et je profite pour dire à mon compatriote, comme on dit, Tidiane, que la constitution sénégalaise, j'y pense maintenant parce qu'il ne faut pas que j'oublie, a été rédigée par des spécialistes de droit constitutionnel, d'éminents constitutionnalistes sénégalais, mais le dernier mot est revenu au président lui-même, c'est son tempérament, où il a écrit un certain nombre de paragraphes. C'est une confidence faite par un de ses proches, qui était à ce moment-là, je crois, le Premier ministre, qui a dit qu'au fond, Abdoulaye Wade a pris, il a corrigé, et c'est comme ça qu'on retrouve à l'article 42, justement, qui traite de la Constitution, le président de la République, le gardien de la Constitution. Il est également le premier protecteur des arts et des lettres au Sénégal, dans le même paragraphe, donc dans le même article. Donc, je crois que c'est vrai qu'il a... Wade, c'est Wade, tu le connais très bien, un homme flamboyant, intelligent, mais c'est vrai aussi qu'il avait une propension à écrire et à réécrire ce qu'on lui soumet. Donc ce qu'il a fait pour la Constitution, même si elle a été adoptée, n'oublions pas aussi, par référendum. Ça signifie qu'elle a été agréée par les Sénégalais et un peu dans le sillage de son élection et notamment de l'alternance démocratique où il a gagné près de 60%, je crois 57 ou 58% des suffrages exprimés, donc ce qui lui confère une légitimité. Donc ça c'est ça fait. Donc je me suis demandé comment faire, comment finalement dire 2 mots. Je crois que tellement de choses ont été dites. Moi j'ai écouté depuis ce matin les exposés avec intérêt, même si un petit peu diminué dans un premier temps, ces exposés, ces interventions portées sur des pays finalement qui ont eu des trajectoires politiques, des trajectoires différentes. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Je pense notamment au Niger. Boubacar l'a dit, notamment avec le coup d'État le coup d'État et surtout le coup de force, le hold-up constitutionnel de Tanja. Je pense également, n'oublions pas, au Sénégal, où il y a eu un certain nombre de petits frottements, même si on s'en est sorti comme d'habitude. Au Sénégal, il y a peut-être un petit quelque chose de plus, pardonnez-moi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? On a également étudié l'Afrique du Sud, je n'en parle pas, c'est un cas à part. Raphaël nous a tout dit là-dessus. Donc il y a véritablement des trajectoires différentes. Il y a des comment dirais-je, des références permanentes à la Constitution, mais ces références permanentes à la Constitution ont été finalement exprimées pour le meilleur, souvent, mais aussi pour le pire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, justement, ces références constitutionnelles ont été extraordinairement divergentes. Tantôt, c'est au nom de la Constitution que j'ai gagné, que j'ai été investi, tantôt c'est l'autre qui dit c'est cette même Cour constitutionnelle dont je suis,
aujourd'hui le porteur, en tout cas, de légitimité, pour lequel je suis le porteur de légitimité. Donc je crois qu'il y a, je crois, un certain nombre de faits qui attestent de la vitalité du constitutionnalisme. Et pour moi, ce néo-constitutionnalisme, je le vois plutôt comme une sorte de regain du constitutionnalisme. Je crois que j'avais fait un petit papier pour la revue de droit constitutionnel au début des années 2000. C'était sur le constitutionnalisme en Afrique, du formalisme à l'effectivité. Il y a un peu de ça, c'est de savoir exactement cette effectivité a conduit à quoi. C'est un peu ça. C'est de voir aujourd'hui ce qu'il en est, par exemple, des avancées dans ce domaine. Et je crois qu'on ne peut pas parler de constitutionnalisme en Afrique si on n'a pas constamment à l'esprit, notamment de néo-constitutionnalisme, si on n'a pas constamment à l'esprit la quête d'avancer vers la démocratie qui s'exprime sur le continent africain. C'est une réalité, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de faits qui ont jalonné, des faits politiques qui ont jalonné l'histoire de ces 20 dernières années, mais ces faits politiques qui ont jalonné, et ces revendications notamment, ont conduit de manière systématique à une reconstruction du constitutionnalisme, un renouveau du constitutionnalisme, et à faire en sorte que les textes constitutionnels ne restent pas simplement des bouts de papier, des chiffons de papier. Il y a eu des constitutions, revenant là-dessus, des constitutions au moment des indépendances, qui étaient la réplique, ces constitutions en Afrique, de la Constitution française de 1958, qui ont été écrites pour la plupart par d'éminents professeurs de droit français, des grandes universités françaises. Et ce sont des constitutions qui reprenaient les principes d'équilibre, de séparation des pouvoirs, mais qui ont été véritablement jetées à la poubelle, et bien souvent d'ailleurs avec l'aide d'un certain nombre de conseillers qui étaient eux-mêmes parmi les rédacteurs de ces constitutions. Ça signifie tout simplement que le problème ne se pose pas en termes d'existence ou de comment dirais-je, de constitution présente et exprimée ou extraordinairement tournée et notamment incluant tous les grands principes démocratiques, mais il s'agit de savoir exactement de quelle manière sont-elles appliquées ces constitutions. Or, ces constitutions, elles ont été toutes bien sûr là, présentes, mais elles ont été que des références formelles, qui ont conduit principalement eh bien, à conférer une légitimité à des pouvoirs autoritaires. Des pouvoirs autoritaires qui ont en réalité ignoré tout simplement dans un certain nombre de pays ce qui était écrit dans la Constitution. La Constitution ivoirienne prévoyait celle de 1960, prévoyait le multipartisme. Il n'y a jamais eu de multipartisme jusqu'en 1990. 60 ans, alors que le multipartisme était dans la Constitution. Le Cameroun, on ne l'a pas dit, il me semble, le Cameroun, jusqu'à ces dernières années, vivait donc sous le régime du parti unique. Et c'est vrai que pendant toutes ces périodes, les constitutions ont été, je le disais il y a un instant, considérées comme des chiffons de papier. Alors la question qui se pose aujourd'hui, qui me paraît sans doute, qui justifie du reste notre réunion d'aujourd'hui, et le thème du néoconstitutionnalisme, c'est de mesurer le chemin qui a été parcouru, entre les années 60, 70 et 80, auxquelles je faisais allusion, et bien évidemment ce qui se passe depuis une dizaine d'années. Que de chemin parcouru dans ce domaine, donc dans le domaine constitutionnel, depuis les indépendances, donc des années 60, et on est bien loin, en ce qui concerne tout particulièrement donc l'Afrique francophone, on reviendra sans doute sur d'autres expériences, de l'Afrique francophone de l'époque, où les constitutions d'après-indépendance, bien sûr, je le disais il y a un instant, qui étaient écrites par des constitutionnalistes reconnus un petit peu partout, ont été tout simplement mis sous le boisseau, et à tout le moins n'avaient pratiquement aucune portée sur le fonctionnement des États. Aucune portée sur le fonctionnement des États, et j'ajouterais tout simplement que leur finalité, ou la finalité de ces constitutions, était tout simplement d'asseoir et de pérenniser des pouvoirs personnels qui faisaient fi des principes, bien sûr, inscrits dans la Constitution, et dans les faits, les États africains, dans leur écrasante majorité, ont été organisés autour du système de parti unique. Organisés autour du système de parti unique, où le chef de l'État cumulait les fonctions, bien sûr, de président de la République, mais en même temps les fonctions de chef du parti unique au pouvoir.
cumuler donc ces fonctions de chef de l'État et de chef du parti, ce qui ne laissait guère de place, bien évidemment, à ce qui pouvait s'apparenter à un semblant d'état de droit dont les fondements pourtant figuraient, fondements de l'état de droit figuraient véritablement dans toutes les constitutions. Et j'ajouterais tout simplement que ces références dans les constitutions, il faudrait ajouter aussi dans les anciennes constitutions, aux grands principes démocratiques, notamment d'équilibre et de séparation des pouvoirs, n'avaient qu'un aspect formel, ça je l'ai déjà dit, à un point tel que de nombreux États ont vécu sans constitution. Beaucoup d'États ont vécu sans constitution, et celle-ci, dans bien des pays, avait été purement et simplement suspendue, pour ne pas dire abolie, à la suite notamment d'un coup d'État militaire, et qui conférait par la suite, l'état de non-droit en quelque sorte, conférait les pleins pouvoirs à un homme ou à un groupe de personnes. Et c'est ce régime d'exception, je crois que tu faisais allusion à ça, mon cher Robert, c'est ce régime d'exception qu'a connu naguère le Bénin. Pendant plusieurs années, comme il y a pratiquement 10 ans, corrige-moi, 10 ans, 15 ans, tu vivais sous quoi? Quel régime? Des ordonnances, des proclamations, des ordonnances, et bien évidemment pas de constitution. Et le président Dossou donc nous a expliqué, nous a exposé, lui et d'autres aussi, les changements qui ont été introduits par la Constitution, bien sûr, du 11 décembre 1990, et la place qu'occupe aujourd'hui, bien le savoir, c'est pour ça que je dis que de chemin parcouru, qu'occupe aujourd'hui la Cour constitutionnelle. On n'en a pas beaucoup parlé, cette Cour constitutionnelle, dans le dispositif, bien sûr, institutionnel et politique du Bénin, et le rôle qu'elle a joué et qu'elle joue encore dans l'instauration, quoi qu'on en dise, quels que soient bien sûr les accidents de parcours, dans la consolidation, bien évidemment, de l'état de droit dans ce pays. Et je dirais que c'est pour ça que le problème qu'a soulevé notre ami, bien sûr, était juste, mais moi je crois qu'il faut être simple, je le répète encore une fois, c'est qu'au fond, le néoconstitutionnalisme, pour ma part, en tout cas je le vois dans la façon dont ce qu'on appelait le constitutionnalisme, qui n'était que le néant, en quelque sorte, c'est à muter, en quelque sorte, à muter, et a conduit véritablement, donc, aujourd'hui, les États africains à être dotés de constitutions qui ont véritablement introduit des règles, de nouvelles règles de fonctionnement de l'État. Et je dirais simplement que cette vitalité, donc, qui a parcouru, constitutionnelle, qui a parcouru tous les travaux de la Conférence nationale du Bénin de 1990, bien sûr, cette trajectoire donc béninoise, notamment qui a mené à la conférence nationale, a véritablement fait tache d'huile en Afrique subsaharienne francophone, avec sans doute moins de vigueur, c'est vrai, avec même des succès relatifs, pour ne pas dire parfois des échecs cinglants pour certains d'entre eux. Mais si les avancées, je voudrais simplement dire que si les avancées du constitutionnalisme ne font guère de doute, leur empreinte, en revanche, varie selon les pays, et surtout, je crois, selon la propre histoire de ces pays. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir au Sénégal. Là, d'accord avec moi, on ne peut pas avoir au Sénégal, mais qu'on peut avoir, malheureusement, ailleurs, pour des raisons historiques, tout simplement. Parce que, sans doute, le chemin parcouru par le Sénégal, avant comme après l'indépendance, n'a pas été nécessairement celui parcouru par un pays comme le Togo, où pendant 40 ans, depuis d'ailleurs, le fils a succédé au père, ça fait 50 ans qu'il y a un même régime donc, qui est issu bien évidemment d'un coup d'état militaire, et depuis on aménage, on a des constitutions, mais qui manifestement ne sont que des reflets ou des miroirs complètement contrefaits, qui relèvent de la plus invraisemblable contrefaçon. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que là-dessus, si les avancées donc, du constitutionnalisme aujourd'hui sont réelles, et évidemment, on peut dire que ces avancées du constitutionnalisme s'incarnent dans un double mouvement depuis quasiment 20 ans, un double mouvement indissociable l'un de l'autre. Il s'agit tout d'abord de la part prépondérante prise dans les débats, bien sûr politiques, par le constitutionnalisme. C'est évident qu'aujourd'hui, partout, si vous voulez, dans tous les débats politiques, le constitutionnalisme est au cœur des préoccupations des citoyens africains. Et cela, on le perçoit à travers différents modes d'expression, pas simplement par des revendications, mais par des jeux, parfois des références. Tout à l'heure, Chertigan Lam parlait notamment de la constitution sénégalaise, parlait notamment des assises. On a vu cette espèce d'engouement
constitutionnelle, en tout cas, qui s'est manifestée lors de la grande rencontre qui a été initiée par les partis d'opposition sénégalais et la reprise, notamment des positions émanant de ces assises nationales par une partie des Sénégalais. Donc je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement en Afrique si on n'a pas constamment à l'esprit que les débats constitutionnels sont aujourd'hui inscrits dans la revendication démocratique, c'est clair et net, et aussi, quoi qu'on en dise, inscrits également dans l'avènement de juridictions constitutionnelles autonomes. C'est vrai que ça paraît être purement formel, mais l'apparition de ce juge constitutionnel autonome, eh bien, d'une certaine manière, favorisait donc la promotion, bien sûr, du constitutionnalisme, et peut-être aussi constituer une défense de ce constitutionnalisme. C'est pour ça, donc, dans un premier temps, moi je verrai, bien sûr, l'irruption du constitutionnalisme dans la revendication démocratique, et c'est à l'autoritarisme, il ne faut jamais l'oublier, c'est aux pouvoirs autoritaires que s'en sont pris, bien évidemment, comment dirais-je, les mouvements de contestation qui sont apparus donc à la fin des années 80, au début des années 90, et qui ont abouti finalement à un certain nombre de ruptures, des ruptures qui ont été plus ou moins fortes, ruptures fortes, bien sûr, politiques et constitutionnelles, à travers notamment les conférences nationales, je ne reviens pas là-dessus, hein, Robert Dessous en a parlé assez longuement, mais aussi des ruptures qui ont été plus douces et qui ont été inscrites dans des réformes constitutionnelles, un certain nombre de réformes constitutionnelles qui sont venues en quelque sorte donner un nouvel éclairage précisément aux constitutions qui ont été au fil des ans et au fil des décennies bien évidemment largement amendées. Mais dans les deux cas qu'il s'agit de ruptures incarnées par ce qui a été décidé par les conférences nationales, mais aussi de ruptures qui ont été prises en compte dans un certain nombre de modifications constitutionnelles, dans les deux cas, en tout cas les changements visaient à réaliser les conditions d'un encadrement constitutionnel de la fonction présidentielle, c'était ça, encadrement de la fonction présidentielle, ainsi que dans la mise en place notamment de mécanismes qui garantissent donc la tenue d'élections libres, l'élargissement des libertés publiques et l'effectivité du pluralisme politique. Et je rappelle, je l'ai dit il y a un instant, le pluralisme politique était inscrit dans les premières constitutions, mais il n'a pas eu d'effectivité. Il n'a pas eu d'effectivité. Le parti unique a vécu de fait, et ce parti unique fonctionnait bien évidemment autour du pouvoir personnel. Et l'exemple, me semble-t-il, le plus emblématique de la suprématie de la Constitution et de la volonté, en tout cas, de se donner les moyens d'en assurer le respect, et sans conteste celui qui nous a été présenté par le président Dessous. Et j'ajouterai qu'après avoir été largement débattu au sein de la conférence nationale, cette conférence nationale, il ne faut jamais l'oublier, il ne le dit peut-être pas suffisamment, a été purement et simplement, moi j'ai été à la réunion des constitutionnalistes béninois il y a 3 ans, aux constitutionnalistes africains toujours à Cotonou il y a 1 an, je n'ai pas été, enfin, je t'ai envoyé une communication, je crois, donc je me souviens, ben, on se rend compte qu'il y a eu un activisme incroyable mené par les constitutionnalistes africains, béninois, justement, à cette conférence nationale, et ce sont eux qui ont véritablement tiré la conférence nationale et peut-être aussi conclu ou scellé en tout cas les changements que celle-ci bien sûr a introduits. Et j'ajouterai tout simplement que j'ajouterai aussi que la nouvelle constitution béninoise a certes inauguré ou instauré en tout cas un régime présidentiel avec des pouvoirs étendus qui étaient bien sûr octroyés au président de la République, mais dans le respect des principes de séparation et d'équilibre des pouvoirs, soumis au contrôle d'une Cour constitutionnelle qui va très vite, et ça c'est un élément extrêmement important, peut-être très vite, imposer son indépendance au chef de l'État, au chef de l'exécutif. Et ainsi, bien sûr, le Bénin a innové en matière constitutionnelle en instaurant ce régime présidentiel qui, après 20 ans, bien sûr, d'existence, donc, a su résister, surmonter un certain nombre de vicissitudes politiciennes qui ont entaché ou qui entachent parfois sa mission, et notamment surmonter les tentatives tout avortées à ce jour d'amender la constitution béninoise. Et je dirais simplement que la politisation, ce à quoi je faisais allusion, cette politisation des débats illustrés par le cas béninois, et qu'on retrouve au Sénégal ou ailleurs, qu'on retrouve au Niger également, Boubacar nous l'a dit, cette politisation des débats
a conduit, des débats constitutionnels, a conduit quasiment à créer une espèce de défiance systématique à toute, je ne sais pas, volonté du chef de l'État d'apporter un petit plus à la Constitution ou de se livrer à ce qu'il appelle, ce qu'on a appelé pendant longtemps, un toilettage de la Constitution. Alors dès l'instant où on parlait de toilettage de la Constitution, c'était considéré comme un coup porté véritablement à la démocratie, un coup porté bien évidemment aux avancées qui ont été inscrites dans la Constitution. En réalité, ce que je voulais aussi dire, c'est que ce climat de méfiance entre le pouvoir exécutif et le juge constitutionnel, c'est d'autant plus aiguisé, et c'est pour ça que je crois que je parlais de cette politisation des débats, c'est d'autant plus aiguisé que les Béninois, dans leur ensemble, dans une grande majorité en tout cas, les Béninois, l'opinion publique y a pris sa part. L'opinion publique qui estime aujourd'hui, et c'est ça un fait important, et c'est le cas notamment au Sénégal, c'est le cas au Niger, qui estime aujourd'hui en tout cas que l'avancée, et notamment la création des juridictions constitutionnelles, lorsqu'elles existent, constitue un petit peu le socle du pacte politique et social qui a été scellé notamment pour le Bénin lors de la conférence nationale de 1990. Et cette sorte de vigie constitutionnelle est en grande partie aussi, ne l'oublions pas, au Bénin, assurée par les mouvements associatifs. Assurée par les mouvements associatifs, les syndicalistes, la presse et le pouvoir politique. Et dans le cas, en tout cas du Bénin, je le disais il y a un instant, toute allusion à peut-être des changements à introduire dans la Constitution est considérée comme étant un acte de défiance à l'égard de la démocratie tout simplement, et bien sûr à l'égard des principes qui ont été inscrits dans la Constitution de 1990. Et cet activisme, l'activisme constitutionnel, et là je l'utilise, le terme il est très connoté, mais je l'utilise au sens anglo-saxon du terme, l'activisme constitutionnel donc est omniprésent en Afrique, je crois qu'il faut bien l'avoir à l'esprit, en tout cas depuis une vingtaine d'années, et ce phénomène s'est bien sûr produit lors des conférences nationales, Bénin, Niger, Togo, Congo-Brazzaville, etc. Et cette effervescence constitutionnelle a eu souvent moins d'effets positifs qu'au Bénin, et même débouché parfois sur des crises extrêmement graves. Et bien évidemment, tout ça est à prendre en compte, mais quand même garder à l'esprit que quels que soient même les échecs qui ont été enregistrés ici ou là, cet activisme constitutionnel marque aujourd'hui de son empreinte la vie politique nationale ou les vies politiques nationales. Il est incontestable, pour faire bref, je n'entrerai pas dans les détails, de dire, et je crois que ça a été dit par Chertidiane ce matin, de dire simplement que le projet de tripatouillage de la Constitution de janvier 2001, en tout cas c'est comme ça que les Sénégalais dans leur majorité l'ont considéré, qui était pourtant son œuvre personnelle, le président Wade, à des fins bien sûr de maintien au pouvoir et de succession dynastique, a été pour une large part dans la défaite électorale d'Abdoulaye Wade, du président en place. Donc un autre exemple, et c'est ça qui est intéressant me semble-t-il, un autre exemple de mobilisation de l'opinion publique pour la défense de la Constitution nous a été donné par Issa Boubacar. Il y voit aussi que cette mobilisation de l'opinion publique, quand elle se produit, est souvent confortée finalement par le juge constitutionnel, et ça a été le cas au Niger en 2009, comme l'a montré bien sûr notre ami, et le chaos constitutionnel bien sûr, le chaos institutionnel qu'a provoqué l'entêtement du président Tanja de l'époque, bien sûr, a passé outre l'interdiction qui lui a été faite par la Constitution de se présenter pour un troisième mandat de 5 ans, et confirmé surtout par la Cour constitutionnelle, dans un avis qui a été rendu bien sûr en 2009, et bien tout cela a véritablement secoué le socle politique sur lequel reposait précisément le système nigérien. Et j'ajouterai tout simplement que ce précédent nigérien, je voudrais simplement dire que ce précédent nigérien et l'échec cinglant qui s'en est suivi pour le président en place, ça a été dit aussi, a sonné en tout cas comme un avertissement pour les dirigeants qui sont tentés, toujours tentés, de passer outre les dispositions constitutionnelles concernant l'encadrement de la fonction et précisément les clauses qui concernent le nombre de mandats et la durée des mandats présidentiels. Ce sont là des clauses qui sont constamment
abordées ou relatées et qui sont bien souvent dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants. Et je dois dire que l'échec de la tentative nigérienne, franchement, l'échec de cette tentative nigérienne de hold-up constitutionnel confirme à la fois bien sûr l'ancrage du constitutionnalisme en Afrique avec ses hauts et ses bas. Mais je crois que c'est l'idée même qu'aujourd'hui la Constitution est la seule façon sans doute de s'épanouir politiquement, économiquement et même socialement. Là je partage ce qui a été fait. Eh bien, cet ancrage du constitutionnalisme et des juridictions, bien sûr, qui en constituent le socle, et également son appropriation, ce constitutionnalisme, c'est une réalité, par les opinions africaines, et bien tout cela, finalement, constitue des obstacles pour ceux qui, pour un petit peu ces présidents qui songent à faire bouger les lignes pour pouvoir rester au pouvoir. Et c'est le cas aujourd'hui au Burkina Faso. Aujourd'hui, les Burkinabés se partagent entre les pros et les anti article 37 de la Constitution. On se balade avec article 37 qui bien sûr limite les mandats du président de la République à 2, et bien sûr deux mandats de 5 ans, sauf que dans le cas du président burkinabé qui veut coûte que coûte se représenter en allant jusqu'à éventuellement entrevoir la création d'un Sénat. C'est pour ça qu'il faut se méfier des deuxièmes chambres. Elles sont sans aucun doute, elles peuvent, me semble-t-il, refléter comment dirais-je, refléter de nouveaux équilibres, de nouvelles réponses à des revendications économiques et sociales, sans aucun doute, dans le cas du Sénat, ou même du Conseil économique et sociaux, mais c'est aussi des manœuvres, elles peuvent être aussi, ces deuxièmes chambres, des manœuvres, elles peuvent constituer des manœuvres institutionnelles pour justement élargir, en quelque sorte, le socle institutionnel en sa faveur. Et c'est le cas aujourd'hui du Burkina Faso, donc ce fameux article 37 soulève des tas d'inquiétudes dans le pays, et aujourd'hui, donc, il y a ceux qui sont pour le maintien de cet article qui interdirait donc au président burkinabé de se représenter. Il faut signaler qu'il n'a pas fait simplement 2 mandats, il en avait fait auparavant 2 de 7 ans. Donc ça fait 24 ans de pouvoir. 2 fois 7, c'est ça, 14. 14, 2 fois 5, ça fait 24. Donc ça, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. En RDC, les Kinois, principalement, les habitants de Kinshasa, se divisent entre pro et anti-article 222. On parle que de l'article 222 qui interdirait au président actuellement au pouvoir, Kabila bien évidemment, d'accéder, de se faire réélire pour un 3e mandat. Donc ça, je crois que c'est important, il me semble, de voir cette politisation des débats constitutionnels comme une insertion du constitutionnalisme dans la revendication politique en général, et en particulier pour ce qui concerne l'Afrique, dans la revendication démocratique. Deuxième volet, je le disais tout à l'heure, je vais relativement vite, cher Président, c'est l'avènement d'une justice constitutionnelle autonome qui concourt, quoi qu'on dise, on le voit au Bénin, à la stabilité politique et institutionnelle. C'est vrai qu'il en est, il est un peu... Je ne peux pas parler de ça, mais je peux un peu plus facilement parler de ça, mais je crois que Yahi Boni a eu la tête de notre ami Dossou, c'est pour ça qu'il est parmi nous, on l'a gagné. Mais c'est parce que précisément, le vrai problème, c'est que ces juridictions constitutionnelles, qui s'affirment de plus en plus, incontestablement, il y a plusieurs exemples qui le démontrent, se heurtent également à l'obstacle présidentiel. Et il leur faut surtout dépasser constamment, il me semble, l'espèce de, comment dirais-je, d'accusation qui plane sur la tête du président du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, chaque fois précisément qu'entre en ligne de compte il y a des divergences sur les rapports, notamment entre l'exécutif et le législatif, et ça s'est produit pour le Bénin dans des décisions qui ont tourné purement et simplement en défaveur de l'exécutif et qui ont donné droit en quelque sorte à l'Assemblée nationale d'édicter des ordonnances, contrairement à ce que, bien sûr, pensait le président en place. Et dans l'exercice de ses attributions, aussi bien en matière de contentieux électoral que de contrôle de constitutionnalité ou de conflit d'attribution entre les institutions de l'État, la Cour constitutionnelle du Bénin, comme du reste des autres juridictions constitutionnelles autonomes, eh bien ces juridictions ont souvent pris le contre-pied, assez souvent même, le contre-pied de l'exécutif sur un certain nombre de requêtes qui leur étaient soumises, et de nombreuses décisions prises par les cours au cours des 20 dernières années, surtout au Bénin,
tant à propos de l'usage des ordonnances, je le disais tout à l'heure, du président de la République, pour contourner l'hostilité de l'Assemblée nationale, qu'en ce qui concerne le contentieux électoral aussi, à propos notamment, tant que je me souviens, de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, qui, le président de la République n'en voulait pas, et la Cour constitutionnelle l'a imposé véritablement. Donc, on voit très bien que, finalement, tout ça montre le concours, en tout cas, apporté par ces juridictions autonomes, ces juridictions constitutionnelles autonomes, qu'elles ont apporté, le concours qu'elles ont apporté à cette consolidation, me semble-t-il, de l'état de droit, qui reste toujours fragile, c'est évident. D'autres exemples cités par la plupart de nos amis qui sont intervenus ici ont mis en évidence la volonté des juridictions constitutionnelles de réguler les relations entre l'exécutif et bien évidemment le législatif, et de mettre fin notamment à la confusion des pouvoirs. C'est vrai que si on lit l'histoire politique attentivement d'un certain nombre d'États africains, le président décide, malgré l'existence aussi des juridictions. C'est un combat permanent entre les juridictions constitutionnelles et les chefs d'État. Et les conflits, ce que je voudrais simplement ajouter, j'en termine dans 5-10 minutes, les conflits désormais... 5-7 minutes. En tout cas, les conflits qui sont désormais... Pardonnez-moi, je ne sais pas, je n'arrête pas de boire, est-ce que c'est la fatigue, j'en sais rien. Bois, autant que tu veux. Là, tu m'autorises. Boire autant que tu veux, mais restreindre la parole pour qu'on termine dans 5 minutes. Donc, les conflits désormais traités par les juges constitutionnels ne se limitent pas simplement au rapport entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, ils couvrent aussi les tensions qui peuvent exister entre les chefs de l'exécutif et le juge constitutionnel. Tensions entre les deux, et cela s'est notamment produit, je ne veux pas aller vers simplement le Bénin, ça s'est produit au Sénégal. Donc je me souviens, cher Tigane, ça s'est produit au Sénégal en 2001, à l'occasion des élections législatives dans ce pays, des élections législatives, où le Conseil constitutionnel a annulé pour inconstitutionnalité, sur la base du principe d'égalité entre les partis, l'utilisation par le parti présidentiel, le Parti démocratique sénégalais, de l'acronyme WAD et de l'effigie du chef de l'État pendant la campagne électorale. Et cette décision du Conseil constitutionnel, ce qui était totalement nouveau, avait provoqué bien évidemment même une réaction violente du président Wade, à laquelle avait répliqué, autant que je me souvienne aussi, sèchement, le président du Conseil constitutionnel de l'époque, c'est-à-dire Youssouf Ndiaye. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et plus récemment, donc au Niger, on l'a vu, enfin je ne reviens pas sur ce qu'a dit, bien dit Boubacar, le président de la République s'est vu opposer donc par la Cour un avis négatif à une tentative de prolongation de son mandat présidentiel, et voulant passer outre, donc, il s'est vu opposer par la même Cour, je le répète, parce que c'est quand même extraordinaire, et ça illustre parfaitement le propos qui a parcouru un petit peu toutes les interventions depuis ce matin. Cela illustre parfaitement un petit peu l'autonomie qui est aujourd'hui conquise par les juridictions constitutionnelles, et s'est vu opposer une nouvelle décision de la Cour constitutionnelle. Il en a été pour son compte, le président, puisque non seulement il y a eu un coup d'état militaire, mais peut-être Boubacar ne l'a pas dit par je ne sais pas, prudence ou je ne sais quoi, mais le même président de la République a été renversé, a été arrêté, et cela a ouvert la voie, quoi qu'on dise, parfois à un régime ou à un pouvoir d'abord de transition qui a débouché sur des élections, autant que je sache, libres et régulières, puisque tu as été de ceux qui ont en quelque sorte labellisé ce scrutin. C'est ça, présidentiel. Et plus récemment, j'ajouterais aussi que plus récemment, le Conseil constitutionnel, bien sûr, à côté de ça, il y a des pour et des contre. Plus récemment, en tout cas, le Conseil constitutionnel, pour autant, sénégalais, saisi par voie d'exception, n'est-ce pas, sous la forme d'une question préjudicielle de constitutionnalité, de la fameuse Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, CREI, s'est déclaré incompétent. Pourquoi? C'est rien. Donc ça montre qu'il y a certes les avancées, les progrès, mais les limites précisément de ces avancées. Et c'est dans le domaine, et c'est ça que je voudrais quand même ajouter, puisque beaucoup d'entre nous ont suivi ça d'assez près, c'est quand même dans le domaine du contentieux électoral, longtemps décrié, que les juridictions constitutionnelles ont gagné en crédibilité. Ont gagné un petit peu en crédibilité. Certes, ici ou là, les interventions, bien sûr, leur intervention
continue de susciter des critiques fondées pour certains d'entre eux, mais d'une manière générale, et quelles que soient les conditions parfois régulières dans lesquelles se tiennent les scrutins, l'habitude est de plus en plus prise par les acteurs politiques de soumettre les contestations électorales aux juges du contentieux. Et ce changement d'attitude dénote sans aucun doute une plus grande confiance dans le juge électoral, dans le juge constitutionnel, qui a des pouvoirs plus ou moins étendus selon les pays. Au Sénégal, il n'en a pratiquement pas, alors qu'au Bénin, alors là, il y a tout, quoi. Il contrôle de A à Z. Au Sénégal, il contrôle uniquement le conseil des deux bouts, hein, de la chaîne, au début et à la fin. Il proclame et il fixe la tenue, bien sûr, du scrutin. Et ce que je voulais simplement dire, que cela, bien sûr, repose sur cette détente, en tout cas sur le plan électoral, repose en grande partie sur une plus grande confiance dans le juge électoral, mais il traduit, ce mouvement traduit aussi une plus grande implication, ça c'est important à dire, des partis politiques dans la chaîne électorale, et plus particulièrement dans les commissions électorales, qu'elles soient autonomes ou indépendantes, et auxquelles incombe, dans beaucoup de pays, c'est le cas au Bénin, particulier, auquel incombe désormais la responsabilité de l'organisation des élections. Je voudrais simplement dire, je ne sais pas si Robert Dessous l'a dit, mais bien sûr la Cour constitutionnelle du Bénin s'autosaisit, hein, parler des saisines des juridictions constitutionnelles, il s'autosaisit, mais surtout le juge constitutionnel surveille, observe sur le terrain, il a ses propres délégués dans toutes les circonscriptions, hein, ses propres délégués qui font rapport au Conseil constitutionnel, qui à ce moment-là peut précisément décider en toute tranquillité de la suite, bien évidemment, du processus électoral. À la charge, bien sûr, des contentieux, bien sûr, dévolus à la justice constitutionnelle, vient s'ajouter, ça c'est classique, d'autres prérogatives, comme le constat de vacance de la présidence de la République, la consultation préalable à la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels, ou encore la déclaration de patrimoine du chef de l'État nouvellement élu. Et si dans le principe, je vais dire simplement que si dans le principe, l'étendue des domaines de compétences des juridictions constitutionnelles et leur saisine individuelle, désormais admise dans certains pays, soit par voie d'action jusque-là réservée aux seules autorités politiques, sous la forme d'une action directe notamment du citoyen, devant la Cour constitutionnelle béninoise, soit par voie d'exception, sous la forme d'une question préjudicielle, portée devant le juge civil, participe, là aussi, je crois, me semble-t-il, d'une avancée réelle, sérieuse, intéressante, en tout cas du constitutionnalisme. Et sous ce registre, si vous voulez, sous ce registre, en tout cas, la pratique a montré que le choix des juges, malheureusement, tous nommés, dans le cas du Sénégal, par le président de la République, obéit bien souvent, pas des critères professionnels, mais à des options purement simplement partisanes et politiques. Et bien sûr, cette composition des juridictions constitutionnelles plombe tout simplement, bien sûr, la crédibilité du juge contentionnel, du juge du contentieux, du juge constitutionnel. Et longtemps frappé, je voudrais simplement dire que longtemps frappé donc de suspicion par les opinions publiques africaines et les acteurs politiques, le juge constitutionnel s'est progressivement, je crois, mis au diapason du nouvel environnement institutionnel et politique qui fait désormais du respect des libertés publiques au sens large, qui fait désormais de l'instauration de l'état de droit et du pluralisme politique le fondement de toute société démocratique. Et les pouvoirs politiques eux-mêmes se sont adaptés, et je dirais se sont résignés, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, à ces nouvelles exigences qui sont exprimées en permanence par les peuples, c'est vrai. Donc se sont résignés à ces nouvelles exigences de l'état de droit, que se sont appropriés dans leur très grande majorité, je le disais tout à l'heure, les Africains et notamment les opinions africaines. Voilà, pardon, excusez-moi. Merci, professeur Albert Bourget pour cet effort. Avant de passer la parole à Patrick Charlot pour son mot de la fin, je voudrais détendre un peu l'atmosphère parce que pendant 48 heures, nous étions là, tendus vers des sujets intéressants.